Dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer la nature d'un gaz à partir de son spectre d'émission de lumière. Alors vous disposez de différentes lampes avec, vous voyez ici, différentes couleurs, des lampes bleues, des lampes oranges. Alors, sont-elles toutes identiques? Quel gaz peut-il émettre une radiation verte? Et encore plus intriguant, c'est quoi ce rose? La couleur rose existe-t-elle dans la nature? Allez, on répond à la première question. Comment un gaz peut-il émettre de la lumière visible? Francis Hauksbee, qui a le premier décrit la lampe à décharge. Dans un globe de verre, il a réalisé un vide partiel et grâce à l'électricité statique, on peut produire de la lumière. Un siècle plus tard, c'est Davy, connu pour ses travaux sur l'électrolyse, qui a décrit le phénomène de l'arc électrique. C'est-à-dire qu'un courant électrique peut passer non seulement d'un point A à un point B dans l'air entre deux électrodes, mais le passage devient visible avec, vous voyez ici, l'étincelle électrique, mais c'est exactement aussi la même chose pour les éclairs. Alors lors du passage de ce flux d'électrons, il se produit de nombreuses collisions entre les électrons circulants et les atomes du gaz. Les électrons bombardent les atomes, et lors de ces collisions, les électrons de l'atome de ce gaz, qui sont au départ à l'état stable, à l'état on dit froid, sont chassés de leur orbite. Et ils changent de couche pour se retrouver dans un état d'énergie de niveau qui est moins stable, à un état plus chaud, où on est plus loin du noyau. Et l'électron va ensuite retourner à son état stable en émettant un photon. Et l'énergie de ce photon va correspondre quasiment au décalage d'énergie entre les deux niveaux d'énergie. C'est ce qui fait que l'émission du photon est caractéristique des niveaux d'énergie entre les couches. Les photons émis vont donc avoir des énergies discrètes. On va donc analyser l'énergie de ces photons. Alors pour ce faire, il faut décomposer cette lumière. Alors on va la décomposer avec un élément dispersif. Alors ça pourrait être un prisme, on utilise un réseau. Et nous avons déjà vu cela dans la vidéo sur le goniomètre. On obtient alors un spectre de ray coloré sur un fond noir. Ça, c'est caractéristique d'un spectre d'émission. Si nous avions le cas contraire, c'est-à-dire un rayon avec des raies sombres, ça serait un spectre d'absorption. Alors, il est encore plus rapide et surtout plus automatique d'utiliser un spectroscope. Les photons émis ici sont capturés par une fibre optique. Les photons sont alors guidés jusqu'à l'entrée du spectro. Ils sont alors dispersés par le réseau et on collecte les différents rayons dispersés sur un capteur, une barrette CCD. Et l'intensité de chaque pixel sur la barrette permet de reconstituer sur l'écran de l'ordinateur le spectre d'émission. Notre spectromètre à fibre optique permet des mesures de longueur d'onde sur une gamme spectrale qui va de 350 nanomètres jusqu'à 900 nanomètres et on a une résolution en longueur d'onde de 1,5 nanomètre. Alors, pourquoi ces raies sont-elles brillantes dans le domaine du visible? C'est-à-dire, on peut les voir entre 400 et 800 nanomètres. Eh bien, prenons par exemple le photon qui a une énergie de 2,7 électronvolts. On peut retraduire cette énergie en joules. On sait qu'un EV, 1 électronvolt, vaut l'équivalent de la charge élémentaire en joules. Et l'énergie d'un seul photon est donc toute petite, de l'ordre de 10-19 joules. Alors la relation fondamentale de la mécanique quantique, c'est la loi de Planck-Einstein. On dit souvent la loi de Planck. Et le photon d'une énergie grand E se comporte comme une onde de fréquence nue. Et ce photon voyage ainsi à la vitesse de la lumière avec une longueur d'onde lambda. Et lambda, c'est la longueur que l'on mesure avec le spectro. Et vous voyez ici que l'électron, qui a sauté entre deux niveaux d'une différence de 2,7 électronvolts, a donc émis un photon qui aura une longueur d'onde de 460 nanomètres. Et ça, c'est dans le visible, ça correspond à une couleur primaire, on va dire entre le violet et le bleu. Allez, maintenant que nous avons vu les aspects théoriques de l'émission, regardons le spectre de chacune des lampes. Alors commençons par les gaz nobles. Vous voyez dans le tableau de Mendeleïev, les gaz nobles, ils correspondent à la dernière colonne. Vous voyez ici ces 6 éléments, et ces 6 éléments sont connus pour être inertes chimiquement. Ils ne réagissent avec aucun autre produit. On les appelle aussi les gaz rares. Allez, nous allons nous intéresser à deux d'entre eux. Vous voyez ici l'hélium et l'argon. Alors commençons par l'hélium.
L'hélium est, avec l'hydrogène, l'élément le plus abondant dans l'univers. C'est un des composants principaux du Soleil. Il doit son nom à Hélios, le Soleil. C'est quasiment un gaz parfait. Alors, je vous donne le spectre obtenu par le spectro. Alors, vous voyez qu'on obtient 3 raies principales à 588, 660, 706 nanomètres. Le mélange de ces 3 couleurs peut vous expliquer un petit peu la couleur de la lampe qui est rouge-orangé. Alors, on peut noter que le spectre est riche, même pour une petite molécule. Vous avez 5 autres raies visibles ici. Alors typiquement, ici, on imagine bien que le diagramme d'énergie est compliqué. Et c'est effectivement plus ardu que vous ne pensez. Alors l'hélium peut être sous 2 formes, ortho et para. Alors je ne rentre pas plus dans les détails ici, ça nous emmènerait un peu trop loin sur les notions de spin. On va juste retenir qu'il y a 2 diagrammes d'énergie, et ces diagrammes sont très semblables. En fait, une seule différence, et une différence très petite. Il y a uniquement 0,2 électronvolts entre les états des orbitales de P. Et bien cette différence suffit à expliquer les 2 raies majeures du spectre. C'est le saut entre les états 3D et 2P qui vaut 588 nanomètres dans l'ortho et 660 dans le cas para. Et les raies d'intensité plus faibles s'expliquent par les sauts des orbitales 4D et 5D. Alors la spectro vous montre bien que l'hélium est donc sous 2 formes dans le cas excité de la lampe. On passe à l'argon. Alors, en grec, l'argon, ça veut dire l'inactif. On retrouve les mêmes propriétés physiques que l'hélium. Voici le spectre de l'argon. Vous voyez que les raies sont concentrées entre 700 et 850 nanomètres. Cela donne une teinte rosée à la lampe. On retrouve ici le rose. Je vous donne le diagramme d'énergie de l'argon. C'est toute une cascade de sauts de petites énergies entre les états 3s2 et 1s. Alors les gaz ne sont pas forcément nobles. Ils peuvent provenir de vapeurs de métal. On va regarder 3 catégories de métal. Les alcalins, ceux de transition et enfin les métalloïdes. Concernant les métaux alcalins, cette fois-ci, c'est la première colonne du tableau de Mendeleïev qu'il faut regarder. Vous reconnaissez le sodium, le potassium qui sont des éléments présents dans le corps humain. Alors regardons le sodium. Il a des propriétés réductrices et il est donc très réactif avec l'eau. C'est pour ça qu'il doit être conservé à l'abri de l'air. Alors dans les ampoules à vide, ça va très bien. Alors pour produire cette vapeur de sodium, il faut chauffer au-delà de 883 degrés Celsius. Alors le métal alcalin a une structure électronique relativement simple. Il ressemble au gaz inerte, mais il a un électron en plus, un électron supplémentaire qui va être sur l'orbitale sphérique de type S. Et donc quand il va être ionisé, l'électron il s'en va, et ça va donner, dans le cas du sodium, ça va donner l'ion Na+. Alors vous voyez ici les 3 raies principales du sodium. Donc le spectro permet de distinguer plusieurs bandes. Alors vous voyez ici le jaune, et effectivement une raie verte vers 500 nanomètres. Là encore, on peut expliquer les raies dans le visible. Ce sont des sauts des électrons chauds qui sont en 5s, 4d, 6s, 5d vers des états encore excités 3p. Et tout ça explique les raies principales. Alors la deuxième catégorie des métaux, ce sont, on a dit, les métaux de transition. Alors on les appelle aussi les métaux pauvres. Alors on dit pauvres, c'est juste parce que ces métaux sont plutôt mous, plutôt fragiles. C'est le cas, vous voyez ici, de l'aluminium, du plomb, mais aussi du cadmium et du mercure. Alors leur température de fusion est plutôt basse, 321 degrés pour le cadmium par exemple. Donc si on le chauffe au-delà de 770 degrés, on obtient une vapeur. Et vous voyez que pour le mercure, c'est encore plus faible. La TF est à moins 39 degrés. Ça, vous le savez, il est liquide à l'ambiance. Et il faut chauffer à 360 degrés pour l'avoir à l'état de vapeur. Alors, je vous donne le spectre du cadmium. Et vous observez une raie verte et 2 raies bleues. Et voici celui du mercure. Alors, il est caractéristique avec une raie jaune. En fait, il y en a 2, c'est un doublet. Il y a 2 nanomètres de différence entre les 2 jaunes. Alors avec notre spectro, on a dit que la résolution était de 1,5 nanomètre. Vous voyez que pour nous c'est un peu limite, mais bon, le goniomètre est lui plus précis à ce niveau. Les 2 raies sont bien déterminées. Et une raie verte ici qui est marquée à 546
nanomètres. Alors je vous donne l'exemple maintenant d'un mélange de gaz sans interaction, un mélange de mercure et de cadmium. Alors on peut se poser la question, est-ce que le principe de superposition, est-ce que ce principe va s'appliquer ici? Eh bien oui, on obtient un spectre plus riche avec 8 raies. Et effectivement, 4 raies peuvent être attribuées au cadmium, et ici en noir, et les 4 autres sont pour le mercure. Donc le spectre total est bien la somme des deux spectres des gaz mélangés. Cela ne fonctionne que parce qu'il n'y a pas d'interaction chimique entre ces deux composés. Donc la démonstration, elle est encore plus belle en couleur, avec les spectres du goniomètre. Et vous voyez bien que la jaune de la lampe HZCD provient bien de l'arrêt du mercure. Allez, une dernière lampe, c'est la plus belle, c'est la lampe verte. Le métal concerné ici, c'est un métalloïde. En fait, il s'agit du tellure, ou on dit un tellurium en anglais. Son nom vient, vous vous en doutez, de la terre en grec. De la même manière que son voisin, le sélénium, qui lui n'est pas métallique, a été associé à la Lune. Alors le tellure est connu pour ses propriétés semi-conductrices. Et vous voyez un exemple de spectre peu courant. Vous voyez ici, c'est un spectre monoraie. On pourrait croire à un laser. Et en fait, c'est donc une seule raie à 540 nanomètres. C'est la couleur verte. Et donc, vous voyez, il n'y a pas de magie, c'est la même couleur que la lampe. Voilà, nous avons vu que chaque atome a une empreinte spectroscopique qui lui est propre, et ça c'est dû à la mécanique quantique. Analyser la décomposition de la lumière émise nous a donc permis de déterminer la nature de nos lampes grâce à la spectroscopie d'émission atomique. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.